Quand je suis dans le Mara, au Kenya, je suis hébergé dans une maison d'hôte située au milieu de la savane et de la faune sauvage africaine. La maison est très isolée. Il y a bien un village traditionnel Maasai, avec une école primaire, à proximité, à environ 500 mètres. Mais ce village est replié sur lui-même, orienté uniquement vers l'élevage, et tirant quelques maigres revenus du tourisme, en vendant de l'artisanat aux touristes et en donnant quelques spectacles de danse dans un hôtel de luxe à proximité. Mais, étonnamment, ce village, je dirais plutôt cette communauté pastorale, ne propose aucun commerce. Le village le plus proche est situé à 14 km de pistes rocailleuses. Plusieurs commerces s'y sont installés, mais ils sont peu achalandés, et la gamme comme la variété des produits alimentaires proposés reste pauvre. Pour y pallier et en complément, tous les jeudis se tient un grand marché très animé dans le village de Eton. Ce marché est vital pour les communautés locales, aussi bien pour les commerçants que pour les consommateurs. C'est le seul moment où les gens peuvent acheter leurs provisions pour la semaine. C'est le plus grand marché de la région, et il est très couru, et les vendeurs comme les acheteurs peuvent venir de fort loin. Vu l'importance de ce marché, les gens ont donc la garantie d'y trouver ce dont ils ont besoin pour la semaine. Pour s'y rendre, il n'y a pas de transport en commun. Les voitures particulières sont très peu nombreuses. On rencontre de nombreuses petites motos, en général des motos avec de petites cylindrées. En général, les gens essaient de se débrouiller. Un jeudi, jour de marché, très tôt le matin, alors que je me rendais en voiture dans la réserve nationale du Masai Mara, j'ai rencontré, en chemin, visible dans la lueur des phares, plusieurs groupes de bergers qui, à pied, poussaient des animaux devant eux. Ces bergers se rendaient au marché aux bestiaux de Eton, alors que la distance à parcourir restait fort importante. Ce marché est organisé en deux parties. L'une propose des produits alimentaires, de l'épicerie, de la quincaillerie, du matériel de cuisine, des vêtements, et de l'artisanat local pour les quelques touristes qui s'y rendent. Les produits sont en général présentés soit sur des stands en bois, construits sommairement, soit directement sur le sol, à même la terre, soit posés sur des bâches plastiques. L'autre partie du marché se rapporte au commerce des bestiaux, avec des bovins, des chèvres et des moutons. Il y a deux zones, accolées l'une à l'autre, chacune entourée par une clôture en bois. L'une est réservée aux bovins, l'autre aux chèvres et aux moutons. Vous pouvez y retrouver aussi bien de purs éleveurs que des négociants. Bien entendu, l'éleveur, en général, n'est pas là seulement pour vendre sa production. Il peut également, selon les circonstances comme par exemple les niveaux de prix, aussi bien acheter que vendre. Les Maasai sont très attachés à leurs animaux. Les animaux sont également toute leur richesse. Et dès qu'ils ont quelques économies, celles-ci sont réinvesties dans l'achat de nouveaux animaux. D'ailleurs, ils ne s'en séparent que pour subvenir à leurs besoins alimentaires, leurs dépenses de santé, ou à payer les frais de scolarité. Rien que dans le comté de Narok dont dépend ce marché, il est estimé que la population de bétail soit supérieure à 1 million de têtes, et de l'ordre de 2,3 millions de moutons et de chèvres, soit environ 3 fois supérieure à la population humaine, ce qui n'est pas étonnant dans ce comté essentiellement rural et l'importance que revêt la possession de bêtes pour les Maasai. Les bêtes sont principalement achetées et vendues au comptant, la plupart des animaux étant destinés à la transformation de la viande anaérobie. Il est très intéressant de voir comment les marchandages se déroulent. Une poignée de main suffit à fixer un prix et à finaliser une vente. Et parfois, quand les intervenants n'arrivent pas à se mettre d'accord, on peut assister à des scènes drôles où l'acheteur veut forcer la vente, à ses conditions, en cherchant à toper dans la main du vendeur en désaccord. Dès qu'une transaction est validée, l'acheteur pince à marque les bêtes achetées avec de la peinture au pinceau ou à l'aide d'un bâton pour entériner le changement de propriétaire. À la sortie des enclos, un agent du fisc est présent pour enregistrer les transactions et percevoir la taxe de vente. Mais je n'ai pas du tout compris comment cela fonctionne concrètement, l'ensemble des transactions se faisant sans traçage officiel, et que je n'ai aperçu qu'un seul agent du fisc alors qu'il y a plusieurs sorties aux enclos. J'adore y assister, et je m'y suis déjà rendu à 3 reprises, toujours avec autant de plaisir. D'autant plus que je suis plutôt bien accepté, et libre de me déplacer et de prendre des photos. Alors que je suis la plupart du temps le seul blanc à la ronde, il est rare que je me fasse déranger, ou alors pour de bonnes raisons. Il est fréquent que je sois accosté gentiment, par exemple, lorsqu'il n'y a pas la barrière de la langue, pour me vendre une bête. Et je réponds que je ne saurais pas où la mettre sur ma moto. Mais cette ouverture permet aussi d'entamer une discussion et d'obtenir des réponses à certaines de mes questions.
Les locaux s'étonnent plus de me voir sur une moto locale, et se retournent sur mon passage. Le seul fait de pouvoir y assister, observer les faits et gestes des différents intervenants, rend le marché aux bestiaux est extrêmement intéressant et plaisant. Le patchwork de couleurs, plus flamboyantes les unes que les autres, participe à l'ambiance générale et à la beauté du spectacle. Une moto, c'est la moto du site. T'as vu quand on était à... Oui, c'était plus la moto. C'est un autre modèle, hein. Regarde-le, il va livrer des photos.